Olivier Goéo-Brissonnière va nous parler du modèle partagé de l'organisation de la chirurgie, point de vue de la Fédération des spécialités médicales. Ça ne doit pas être en totale opposition avec ce qui vient de nous être dit. Merci. Alors, je ne crois pas, je tenais à remercier pour le programme qui est passionnant. En avançant, je vois qu'on s'approche de la nécessité de changement de paradigme. Alors, on a parlé d'organisation territoriale, on a vu les actes, on a vu la démographie, mais je pense qu'il est très important de revenir, ça continue ce que disait François, sur l'organisation des hommes. Alors, la médecine, elle est unique. Elle est unique. Nous pensons tous ici, mais les techniques et les coûts évoluent très rapidement. Malheureusement, on se trouve, et on le voit même quand on parle de GHT, avec une opposition de fait des modes d'exercice de la médecine en France. Les structures qui représentent notre métier, sont dispersées, c'est l'histoire qui l'a fait, sont dispersées, et on a quand même, alors là on essaye de le faire, un manque de réflexion transversale. Alors, c'est Frédéric Bizard qui va venir derrière moi, qui lui est l'expert, mais on est en plus dans un contexte économique difficile et contraint, et ça aide à avancer quelquefois, si on le veut bien, dans ce type de contexte. Donc, une restructuration des organisations est indispensable au service de la qualité des soins. Alors, je vais encore vous parler, mais j'en ai vu beaucoup parler hier soir sur des sujets de formation qui nous concernent, vous parlez des conseils nationaux professionnels. C'est quoi? C'est un nouveau mode d'organisation représentatif de l'ensemble de la spécialité. On a vu qu'on était de plus en plus spécialisé, chirurgien viscéral et digestif, chirurgien urologue, donc c'est un nouveau mode d'organisation représentatif. Et ce dont je suis fort heureux, mais c'est grâce à un certain nombre qui sont ici, on est devenus les interlocuteurs privilégiés de beaucoup d'intervenants du monde de la santé, et y compris les patients. Pour la première fois, reconnu dans la loi qui porte le nom de modernisation de notre système de santé, puisque les conseils nationaux professionnels sont nommément cités avec l'annonce de missions. Alors, elles sont déjà citées pour ce qui est la formation tout au long de la vie, mais depuis janvier, il y a une mission IGAS qui a été déclenchée pour, avec les différents intervenants, définir quelles étaient les missions et dégager quels devaient être les financements et les modes de financement de cette nouvelle organisation. Avec un rôle clé, c'est l'expertise métier. L'expertise métier. Alors, actuellement, il y en a un par spécialité d'exercice reconnu par notre ordre. Chacun, alors même s'ils ne sont pas encore tous parfaits, ils sont en train de le vouloir et de le faire. Il y a toutes les structures de la spécialité. Alors, société savante, collège, ça nous concerne particulièrement nous les chirurgiens, organismes d'accréditation, là où il y en a, syndicats de spécialité, c'est-à-dire les syndicats verticaux, et les autres structures importantes, parce que l'histoire des neurochirurgiens ou des généticiens n'est pas forcément la même. Et ce qu'on demande maintenant, c'est qu'il y ait nécessairement une représentation du CNU, ce qui représente ès-qualité l'université. Le point clé sur lequel on a été intransigeant, c'est la gouvernance paritaire entre les modes d'exercice à tous les niveaux, ce qui devrait être aussi pour les GHT, à tous les niveaux, une gouvernance paritaire, avec des règles de fonctionnement claires et un respect des missions premières de chaque structure. Au début, il y avait des craintes, la société savante, mais on n'est pas, le collège, mais on est en charge de définir l'enseignement, le syndicat, mais on est là pour aller parler de rémunération. Eh bien, chacun a son rôle, mais tous ensemble réfléchissent et font des propositions, ce qui fait que c'est devenu un peu une porte d'entrée vers la spécialité. Alors un exemple, il faut rester dans sa spécialité. On est tous ici, moi je suis chirurgien vasculaire. C'est quoi? C'est la société savante, c'est le collège, c'est le syndicat, c'est l'organisme d'accréditation et pour l'instant une association de FMC, mais qui va s'en aller de là. C'est quoi? C'est 30 hommes ou femmes, 6 par structure, 3 libéraux, 3 hospitaliers à chaque fois. Et ès-qualité, le président de notre sous-section de CNU. Et la gouvernance, c'est-à-dire bureau, tout ça,
est paritaire avec une présidence alternée entre public et privé. Mais je vous ai parlé de la chirurgie vasculaire, c'est la même chose, pas forcément tout à fait pareil, mais c'est la même chose en pratique chez les urologues, en orthopédie, en chirurgie viscérale maintenant, etc. etc. Alors qu'est-ce que c'est la FSM? Vous savez, je le dis rapidement, ça regroupe les CNP, c'est la porte d'entrée vers les CNP, ça coordonne leur action, ça ne commande absolument pas personne, ça aide à réfléchir ensemble, avec des réflexions transversales. On a eu un certain nombre de sujets récents qui concernaient notamment la chirurgie. Ben, ça aboutit à quoi? Des conventions avec le CNOM, très fortes, l'IGAS, la DGOS, les ARS. On a une convention cadre avec l'ensemble des ARS, l'Agence du médicament, l'ATI, l'ONIAM pour mener ses actions, et même dans certains cas avec la CNAM. Alors, en fait, on n'est pas pareil, on l'a réfléchi nous-mêmes, mais les CNP et la FSM, c'est un peu un miroir en Angleterre du Royal College associé au GMC. Voilà le type d'exemple. Alors, c'est quoi Tour Eiffel, hein, on est parisien. Tour Eiffel, je ne suis pas un économiste, mais en santé, il y a quand même 4 choses importantes. Il y a le malade, le patient, l'usager qui est le centre, mais il y a les institutionnels, les industriels, les financeurs et les professionnels. Nous, on s'est intéressé à l'organisation des professionnels. Alors, je reviens à la chirurgie. Je pense que les CNP, on le voit en ce moment sur le sujet du 3e cycle, avec nos autres instances, avec nos collèges, avec l'académie, avec d'autres structures, ce sont les interlocuteurs privilégiés pour l'organisation. Nous avons tous une même formation de base dans une spécialité, avec des surspécialités, ce que disait François tout à l'heure, mais l'acte chirurgical, c'est le même, quel que soit le mode d'exercice. Et à travers un CNP, on peut aboutir à des consensus professionnels forts sur les principaux sujets. Ce sont donc, j'y reviens, les bons interlocuteurs pour des sujets qui concernent le CNOM, l'université, le ministère, les assureurs, même lorsqu'il s'agit de réfléchir à de nombreux sujets. Alors, quelques exemples, ce ne sont que des exemples, mais qui sont étayés. L'organisation régionale des soins. Je pense que les CNP, je vais dire, c'est ce qui est le plus proche du terrain, c'est ce qui est le plus proche du cœur de métier. La réflexion sur les besoins de formation par spécialité et par région, non calqués, je suis un hospitalo-universitaire, mais sur les besoins en junior à l'hôpital. L'élaboration de référentiels, la mise en place de registres de pratiques, la formation tout au long de la vie et la garantie du maintien des compétences, je ne vais pas employer d'autres mots, mais si la certification et la recertification. Alors l'organisation régionale, c'est tout à fait logique, hein, je n'ai pas travaillé sur ce sujet comme François et d'autres, mais c'est inéluctable et logique. Mais ça doit impliquer tous les acteurs sans hiérarchie des pratiques. Alors, je dis, tu parlais, François, de l'organisation régionale, s'il y a 3 niveaux de prise en charge chirurgicale qui prennent en compte le nombre de patients, les coûts des technologies, ben, il faut une réflexion intra- et interspécialité. Et il faut, pour que ce soit attractif, que tous soient impliqués dans le niveau dit au-dessus. Et il faut que ceux du niveau 1, les supérieurs, participent aux autres niveaux par les consultations avancées. Donc ça, c'est vraiment un sujet pour lesquels les CNP peuvent être utiles. Les besoins de formation, là encore, mais je ne suis pas le seul à le penser, il faut prendre en compte les besoins régionaux. Et les CNP sont à même, avec le CNOM, de suivre, région par région, si on le prévoit, la démographie. Ils sont à même aussi de prendre en compte l'évolution technologique et des pratiques. Et les 2 secteurs d'exercice sont très importants. Dans la mienne, on le vit. Il faut qu'on travaille ensemble. Avec les universitaires, bien sûr. Dans le cadre de la réforme en cours, il faut réfléchir à la répartition des chirurgiens en formation. Le CNP peut jouer un rôle. Donc, voici déjà 2 exemples. Un 3e, l'élaboration de référentiels de pratique. Alors, on a pu assister des fois à l'échec relatif à l'essoufflement des tentatives de choses très complexes sous l'égide
de différentes autorités. Les CNP, je pense, et on l'a testé, sont à même de contribuer à déterminer les sujets qui peuvent faire l'objet de recommandations, en impliquant, bien sûr, et on revient au rôle de chacun, dans ce cas-là, de manière forte, les sociétés savantes, mais au sein de cette collectivité de la spécialité. Ça permet également d'assurer une transparence dans le choix des experts en n'excluant pas la compétence, ce qui est souvent un sujet. Donc, voilà encore un troisième sujet. Alors, les registres de pratique, c'est important, c'est essentiel à tout point de vue, à condition qu'ils soient acceptés et contrôlés par les professionnels, que ça ne leur vienne pas d'en haut. C'est une mission logique. Alors là, on vient de le vivre puisque nous avons pu acquérir une plateforme l'année dernière qui a été mise à la disposition des CNP. Elle est à leur service, c'est-à-dire qu'une spécialité vient et dit « je voudrais mettre en place un registre de pratique ». Alors, on vient de commencer, il y a quelques mois seulement, le registre de pratique des chirurgiens thoraciques, du CNP de chirurgie thoracique, EpiThor, fonctionne maintenant sur cette plateforme. Dans 2 mois, il y aura EpiCard, celui des chirurgiens cardiovasculaires. Nous allons, nous, en mettre un en place qui s'appellera DataVasc en fin d'année, qui sera pour la chirurgie vasculaire. Et une chose qui n'arrivait pas à se faire, le PLFSS d'il y a 2 ans a dit il faut faire un registre des implants mammaires à la suite du problème des prothèses PIP. Eh bien, le CNP des chirurgiens de chirurgie plastique et reconstructrice est en train de finir la mise en place sur cette plateforme d'un registre des implants mammaires. Formation tout au long de la vie, je dis tout au long de la vie. Eh bien, c'est en plus dans une convention qu'on a signée avec l'État, contribution à l'élaboration des référentiels métiers avec l'université et avec le CNOM. On a obtenu un rôle législatif dans le cadre du DPC, avec le CNOM là encore, pour valider cette formation tout au long de la vie, avec définition d'orientation par spécialité, par CNP, définition d'un parcours et proposition des membres des commissions scientifiques qui vont être en charge de la chose. Mais ça n'est pas le cœur de tout, le DPC. Le DPC, c'est une chose. Ce qui compte, c'est le maintien des compétences tout au long de la vie. Et nous souhaitons, avec le CNOM, aller plus loin avec une gestion par la profession, les CNP, la FSM, le CNOM, et pour les médecins généralistes, le Collège de la médecine générale, d'un portfolio individuel et individualisé du praticien, garantissant son maintien des compétences. Le but, c'est justement d'éviter les usines à gaz en restant très loin de la qualité et de tout faire au sein de la profession. Et la recertification, j'ai cité ce mot-là tout à l'heure, ou plutôt, pour ne pas faire peur, le maintien des compétences, c'est logique, c'est en cours dans de plus en plus de pays. Il y a une attente de la population et c'est à mettre en œuvre par qui? Par les médecins et contrôlé par les médecins en ce qui concerne notre profession. Et là, je crois qu'on est un certain nombre à le penser, les conseils nationaux de spécialité, leurs structures fédératives sont les meilleurs maîtres d'œuvre avec le CNOM pour assurer les choses. Donc en conclusion, l'organisation, alors je me suis peut-être mal exprimé, mais l'organisation des professionnels par eux-mêmes est essentielle. La régulation par la qualité des soins est à généraliser et pour ça, les professionnels doivent garder la main. C'est peut-être avant-gardiste, mais c'est en train de se faire et nous sommes prêts à assurer la mission. Et cette mission IGAS, je ne l'ai pas. Elle doit se terminer fin juin, mais je les ai rencontrés avec d'autres, avec des CNP, dont celui de chirurgie viscérale et digestive récemment. Elle me semble aller dans le bon sens pour contribuer à ces organisations. Je vous remercie. Merci Olivier. Pas de questions, oui? Vas-y. Non, moi je voulais te féliciter Olivier pour l'analyse très synthétique d'une situation très complexe, mais présente. Simplement, si tu te projettes vers l'avant, tu as quand même beaucoup de choses. Tu as la transversalité entre les différentes spécialités. Et là, il faut faire très attention. Madame Alliot, tout à l'heure, dans ses documents, présentait la chirurgie plastique, la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie ORL, l'otorino. Or, en fait, dans des pays étrangers, tout ça s'appelle head and neck.
tout est transversal, et tu peux être un chirurgien plasticien qui fait de l'ORL à un moment, ou etc. Bon. Voilà. Deuxièmement, et ça m'amène à poser une deuxième question d'anticipation, les coopérations professionnelles. On est des chirurgiens, on est formidables, on est fantastiques, mais on n'a pas besoin d'avoir fait 14 ans d'études pour effectuer des actes relativement simples, comme une néphrectomie, ou comme travailler sur le robot. Il y a beaucoup actuellement de techniciens robots spécialisés qui travaillent dans les pays étrangers, notamment les Américains qui valent rien, ils ne parlent pas français, mais oublions ça. Donc la véritable question que je me pose, c'est quelle place on va laisser aux techniciens. Moi, quand j'étais à Boston en 65, 6 et 7, même, oui, je suis urologue de formation, mais je touche à tout. Non, mais c'est vrai, j'ai bien le droit. Même les greffes de foie, docteur. Bon, mais oublions ça. Les infirmières effectuaient les cystoscopies. Et elles voyaient un truc anormal, elles disaient au docteur, à l'urologue, venez voir. Et pendant ce temps-là, l'urologue, c'est des choses plus compliquées et tout. Parce qu'on a besoin de ces coopérations professionnelles. Et quelle place tu vas donner aux techniciens chirurgicaux, c'est comme ça qu'on les appelle ailleurs, qui sont en train d'apparaître et de se développer, pour des gestes relativement simples. Alors, je suis tout à fait d'accord. Alors, ta deuxième question, j'y crois profondément. Mais non, j'y crois profondément. Tu as été aux États-Unis, je sais, on en a parlé souvent. Moi, j'ai passé 3 ans dans une petite province canadienne qui parlait français, mais une petite province il y a longtemps, et déjà les organisations étaient tout à fait intéressantes, et on voyait déjà apparaître des infirmières cliniciennes là-bas. Alors, c'est un sujet que je pense on peut aider à travailler. Je vais donner 2 exemples, c'est tout simple. On a été saisi il y a 1 an et demi, alors c'est un petit sujet, mais par le ministère, on a reçu une lettre nous demandant si la FSM et les conseils nationaux concernés, en l'occurrence c'était des conseils chirurgicaux, toutes les spécialités, acceptaient de travailler ensemble pour réfléchir aux nouvelles compétences et aux nouveaux métiers des infirmières de bloc opératoire. Alors, on a relevé le défi, on a demandé à chaque conseil national un hospitalier, un libéral. On a passé 2 après-midi, on a répondu au courrier, on a proposé un certain nombre de choses sur une évolution franche du métier. Ça fait l'objet d'un décret en Conseil d'État qui a changé la profession des IBOD, et on a été associé aux discussions ensuite avec les IBOD, avec les ordres, avec les IBOD, puis avec les organisations syndicales jusqu'au bout pour la définition de ça. Donc, aptitude à faire travailler ensemble, ce n'était pas forcément facile au début. Il y avait des libéraux, des hospitaliers, les personnels qui travaillaient dans leurs établissements n'étaient pas toujours les mêmes, moins d'IBOD diplômés dans des cliniques, etc. On y est arrivé. Autre sujet dont on a reçu la lettre de mission, ça concerne la réflexion, alors c'est lourd, sur c'est pas moi qui fais, sur l'organisation de la filière visuelle. L'organisation de la filière visuelle, ça concerne bien sûr les chirurgiens ophtalmologiques, mais peu en l'occurrence, oui, mais ça concerne, on doit travailler avec les pédiatres. Qui va prescrire les lunettes? Qu'est-ce qu'on fait? Les pédiatres, les gériatres, les ophtalmos bien sûr, mais aussi d'autres professions. Et on nous a demandé d'essayer, en tant que médecin, d'organiser cette chose. Donc on va lancer ce type de réflexion sur les coopérations, sur l'émergence de nouveaux métiers. C'est tout à fait favorable. On a lancé, alors là on est en intraspécialité maintenant, on réfléchit, c'était difficile à faire accepter aux chirurgiens vasculaires, aux médecins vasculaires, le fait de réfléchir à un métier de technicien d'exploration vasculaire. Eh bien, c'est un travail, ça c'est en intraspécialité, que nous avons commencé. Donc, pour cette deuxième question, c'est tout à fait, on va dans le bon sens avec ça. Qu'entends-tu par à l'extérieur, à l'étranger? Oui. C'est ce qu'on commence à faire. Hein. Et alors, ce qui m'a fait très plaisir, c'est de la même manière que nos ordres ont une ancienneté, une histoire et sont reconnus, on s'est retrouvé, la fédération, invitée au Canada par le Collège Royal, ça fait la 2e fois cette année, mais pour discuter des organisations des soins, ce qui n'était pas le cas, ils ne savaient pas qui inviter, en Grande-Bretagne. Et donc, on va voir, il faut prendre partout ce qui est bien, essayer de prendre partout ce qui est bien, sans imiter.
Voilà ce qu'on essaye de faire, d'avancer. Une dernière question, c'est Jacques qui a levé le doigt le premier. Parce qu'on est tenu par le temps. Hein. Ouais, il y a un point très important, c'est l'ophtalmologie. Tout le monde sait que ça ne marche pas, qu'on attend 6 mois, 1 an pour aller se faire prescrire des lunettes. Et pourtant, en France, on a une spécialité complètement oubliée, Monsieur le Président, c'est les optométristes. Oui. On parle des orthoptistes qui n'ont jamais fait d'optique. Les optométristes font 5 ans d'études. Je m'excuse, tu as raison, c'est à eux que je pensais. Je me trompe. Bon. C'est d'eux et Alors ils sont inclus dans la discussion. Les ophtalmos font 6 mois d'optique. Et comment ça se fait qu'en France, on ne fasse pas comme à l'étranger, qu'on ne donne pas aux optométristes la possibilité, sous prétexte qu'ils pourraient s'auto-prescrire des lunettes, comme font d'ailleurs les vétérinaires lorsqu'ils prescrivent des antibiotiques. Comment ça se fait qu'on ne reconnaît pas cette spécialité en France? Mais je partage tout à fait. C'était à eux que je pensais tout à l'heure, tu sais. Il n'y a pas de problème. Je pense que là, c'est typiquement un sujet, pour la réponse à Jacques, c'est un sujet pour le CNP. C'est peut-être au CNP de réfléchir s'il a la possibilité d'ouvrir un tout petit peu, mais ne vous aventurez quand même pas à toute vitesse dans les transferts de compétences. Je te signale, pour avoir vu et participé aux documents sur les infirmières de bloc opératoire, eh bien, celle que nous avions depuis 20 ans à Saint-Antoine, elle faisait exactement ce qui a été mis dans le décret. Donc, ça n'est pas une révolution. C'était tout simplement leur permettre de faire des sutures cutanées ou des sutures sous-cutanées. Bon, peut-être que c'est très important pour la reconnaissance professionnelle vue par l'infirmière, mais ça ne changeait rien au travail du chirurgien, puisque par définition, le chirurgien, c'était lui qui décidait si l'infirmière pouvait faire quelque chose ou pas. C'est pas la même chose que si c'est l'administration qui décide si l'infirmière fait ou non les endoscopies. Mais ça n'était pas diffusé. Saint-Antoine était un exemple. Tant mieux si c'était un exemple, mais je pense qu'il y avait d'autres services où c'était la même chose. Donc, merci beaucoup, Olivier.